Bonjour et bienvenue sur le podcast Ayurveda, le premier podcast francophone dédié à cette médecine traditionnelle indienne. Yoga, méditation, cuisine, épices, phytothérapie, respiration, Massage, repos, digestion, saison, curcuma, graines de fenouil. tout ça, c'est de l'Ayurveda. Nous sommes Nat et Lorraine, praticiennes en Ayurveda, et un vendredi sur deux, nous partageons avec vous nos rencontres et notre passion pour cette pratique au travers de thèmes liés à la santé et à l'hygiène de vie. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com, sur Facebook et sur Instagram. Aujourd'hui, nous recevons Carmen, professeure de yoga dans les Landes, plus précisément à Vieux-Boucau. Carmen propose des cours de yoga ludiques dans un bel esprit positif dont on ressort plein de vitalité et d'énergie. En plus de ses cours de yoga traditionnels, elle s'est formée à la méthode de Gasquet pour proposer la pratique du yoga pré- et post-natal qui permet de maintenir son corps et son esprit en forme durant la grossesse et après l'accouchement. C'est ce que nous allons découvrir à ses côtés dans cet épisode. Bonne écoute! Bonjour Carmen, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nat, bonjour Lorraine, merci de me recevoir. Je suis trop contente que tu sois là aujourd'hui avec nous parce que pour expliquer à nos auditeurs, donc Carmen est ma prof de yoga. Tu m'accompagnes Carmen depuis, je crois, un peu plus de 2 ans maintenant. Donc je suis hyper contente de te retrouver ici et de pouvoir discuter avec toi dans le podcast. Pour expliquer un petit peu ton parcours, je sais que tu as travaillé beaucoup dans le domaine du tourisme avant de devenir prof de yoga. Est-ce que tu veux nous expliquer en 2 mots ton parcours qui t'a amené au monde du yoga? Et ben c'était assez, comment on dit, impromptu. Enfin, c'était pas prévu, ça m'est tombé dessus. Je travaillais dans l'événementiel. Il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont fait que j'ai quitté. Et puis je me suis retrouvée à Val d'Isère, à l'office de tourisme, et je savais pas ce que j'allais faire. C'était un job entre deux pour pouvoir être avec mon chéri à Val d'Isère de nouveau. Et lui, il savait pas ce qu'il allait faire de sa vie non plus, parce qu'il avait commencé à avoir des soucis de santé, qui faisait qu'il pouvait plus faire son métier, et on voulait s'installer dans les Landes. Et je savais pas comment travailler dans les Landes. Et pendant cette première année à l'office de tourisme de Val d'Isère, j'ai rencontré 3 personnes qui, complètement dans un contexte touristique justement, hors du yoga, et qui m'ont dit tu devrais devenir prof de yoga. Et j'ai commencé à m'intéresser à la chose, à prendre des cours en ligne, et puis ça m'avait pas vraiment séduite, mais ça me paraissait intéressant. En tout cas, le côté physique m'appelait parce que j'avais fait de la gym pendant très très longtemps, de la gym aux agrès. Et puis, passé cette saison d'hiver, on est allé voyager avec mon chéri, et puis je me suis dit, je vais faire un teacher training. Et j'ai fait un teacher training, et là, ça a été une révélation. Et je dis, waouh, je veux être étudiante éternelle du yoga. Je veux faire ça, et c'est dans mes cordes, c'est dans mes envies, et c'est quelque chose que je fais naturellement, en fait, partager ça, et le côté physique, il rejoint tellement la gym, mais d'une manière complètement différente. Enfin, c'est difficile à expliquer, mais la gym, ça... Je veux pas dénigrer mon sport préféré, mais ça crée pas mal de choses, un mental d'acier, et une vertu de surpasser la douleur, etc. Et en fait, on finit par abîmer son corps, de pas savoir l'écouter. Et le yoga, ça m'a vraiment apporté ça, cette écoute du corps. Et c'est pas juste quelque chose qu'on peut utiliser sans fin. Au bout d'un moment, il y a des conséquences. Et cette préservation qu'apporte le yoga, ça... Ouais. Et de pouvoir partager ça avec d'autres, hein, ça m'a appelé, quoi. T'étais faite pour ça, c'est sûr. Je sais pas si j'étais faite pour ça, mais en tout cas, ça me parle, et ça me rend heureuse, quoi. Voilà.
Super, quel beau parcours. Et du coup, suite à ce teacher training, tu as également suivi après j'imagine plusieurs formations, puisque comme tu dis, on est toujours étudiant éternel quand on est dans les domaines qui touchent au corps et à l'esprit. Donc tu as suivi une formation à l'école de Gasquet, enfin suivant la méthode de Gasquet, Ouais. pour pouvoir enseigner le yoga pré-postnatal. Du coup, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui est cette personne de Gasquet? Parce que je pense qu'il y a peut-être des auditeurs, auditrices qui ne savent pas qui est cette Ouais, personne. alors le docteur Bernadette de Gasquet, c'est une personne formidable, selon moi, mais selon beaucoup d'autres gens. Elle a été étudiante du yoga très tôt pendant ses études, je ne sais plus ce qu'elle étudiait. Et elle avait un prof qui s'appelait Jacques Thiebaud, qui lui a enseigné le yoga. Et petit à petit, elle a commencé aussi à donner des cours, je crois. Et elle a eu 3 enfants, cette femme. Et le troisième, elle l'a enfanté un peu toute seule dans son coin, sans douleur, sans faire une grosse action d'accouchement comme on le visualise aujourd'hui. Et à la suite de ça, elle a été interpellée par des sages-femmes en disant ah oui, est-ce que c'est grâce au yoga que tu as pu accoucher comme ça, etc. Et je crois qu'ils ont créé une petite cellule de réflexion autour de son accouchement et de comment accoucher sans douleur. Parce que c'était le début des années 80, il me semble, ou en tout cas dans ces eaux-là. Et à l'époque, il n'y avait pas la péridurale. Et on accouchait les femmes de manière très médicalisée, mais en même temps, on n'avait pas de moyen de soulager leur douleur. Et c'était quelque chose, un peu un film d'horreur, quoi. Et du coup, elle a commencé à réfléchir autour de ces problématiques. Elle a trouvé certaines solutions. Mais en fait, elle n'avait pas vraiment de poids dans le monde médical parce qu'elle n'était personne, elle n'était pas sage-femme, elle n'était pas infirmière, elle n'était pas médecin. Et donc à l'âge de 38 ans, elle a repris ses études de médecine alors qu'elle était mère de 3 enfants. Et, euh, et donc elle a étudié tout ça, la grossesse, l'accouchement, et elle a découvert pas mal de choses sur le périnée. Et elle a créé cette méthode apport à l'approche posturo-respiratoire de Gasquet. Donc c'est issu de la périnatalité, mais en fait c'est applicable partout dans le sport, dans tous les domaines de la vie, cette méthode apport. Mais l'origine, elle est là. Et du coup, ça s'applique vraiment bien au yoga prénatal. Et donc ça a son sens d'étudier le yoga prénatal à l'Institut de Gasquet selon cette méthode, parce que c'est vraiment adapté et en combinaison avec sa connaissance et son savoir du yoga, ben, c'est juste parfait. Excellent. Ok. Bah, du coup, on va parler du prénatal et puis on parlera aussi du postnatal un petit peu après. Mhm. Euh, donc, pour toi qui as été donc formée à cette méthode de Gasquet, aujourd'hui tu accompagnes des femmes enceintes, mais aussi, on le verra après, des mamans qui ont déjà accouché. Donc, par rapport à la femme enceinte et par rapport au bébé, c'est quoi les bienfaits de pratiquer cette méthode-là par rapport à la femme enceinte et par rapport au bébé? C'est peut-être un peu téléphoné comme réponse, mais c'est une approche holistique, le yoga. Et quand on est enceinte, on a besoin de ce cocon, de cette chose globale. Et le yoga prénatal, ça apporte beaucoup de réponses aux maux du physique, parce que le physique change constamment. Il faut tout le temps s'y adapter. Et justement, moi, ce qui m'a parlé dans le yoga quand j'ai commencé à en faire, c'est qu'il faut adapter ses efforts au quotidien à son corps tel qu'il est ici et maintenant. L'instant présent est quelque chose à cultiver et avec lequel il faut dealer tout le temps. Et Mm. quand on est enceinte, eh ben, c'est encore plus vrai parce que le corps, il bouge. Vous avez un petit être qui prend de la place et qui bouge à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui se passent. Et il faut toujours revenir à ça, à qu'est-ce qui se passe maintenant et comment est-ce que je peux continuer avec ça. Et donc le yoga prénatal, la pleine conscience qu'amène le yoga est utile pour la femme enceinte. Les étirements, le fait de bouger et de se mouvoir différemment, en conscience de ce corps qui change et qui va être différent du corps dont on a l'habitude, Mm. surtout dans les derniers mois, c'est important de savoir comment on fait. Et en fait, avec des toutes petites choses, des petits détails, hein, ne serait-ce que dans l'approche posturo-respiratoire, la chose la plus simple, c'est de se tenir assise, entre guillemets, correctement,
permet d'éviter beaucoup de petits maux qui vont apparaître, de douleurs lombaires, de douleurs dans les épaules. Voilà, ça va soulager pas mal de maux. Ensuite, bah, revenir à une unité, à soi-même, toujours se recentrer, ça permet de ne pas avoir ce système hormonal là qui est en ébullition, qu'on comprend pas toujours ce qui se passe, et puis on a des attitudes, et puis on est fâché, on est triste, on est joyeuse. Enfin, selon les femmes, on a des réactions plus ou moins proportionnées selon toutes ces hormones qui sont en ébullition. Et du coup, se recentrer, ça permet de revenir à ce qui est vrai et ce qui est moi. Comment est-ce que je suis là maintenant, au-delà de tout ce qui est en train de se passer dans mon corps. Donc apaiser le mental, revenir à ici, maintenant, revenir à moi-même, c'est important quand toutes ces choses se passent. Voilà, pour le bébé, ben, c'est utile parce que quand vous respirez, une grosse partie du yoga, c'est le travail respiratoire. Et le bébé, ben, il n'a pas de poumon, il respire via sa maman, via son cordon ombilical. Donc si maman, elle respire mieux, et ben bébé, il respire mieux. Et la respiration, c'est la vie, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu as des recommandations en termes de moments durant la grossesse où on peut commencer le yoga prénatal? Alors pour info, nous en Ayurveda, on dit qu'il vaut mieux laisser la femme enceinte au repos durant le premier trimestre, éviter tout mouvement durant la formation de l'embryon et du fœtus. Est-ce que toi, tu as eu d'autres indications? Qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux femmes enceintes qui viennent te voir et qui souhaiteraient s'inscrire au yoga prénatal? Alors, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. On peut commencer à tout moment, même à 2 jours avant d'accoucher. En ce qui concerne le premier trimestre, on sait que c'est le trimestre où tout peut arriver, et je sais que moi, que ce soit le corps médical ou d'autres personnes autour de ça, on m'a toujours dit, fais comme tu le sens, il n'y a pas de bonnes choses que tu puisses faire ou de mauvaises choses, ça ne tient pas à toi que ça reste accroché ou pas, quoi, ce petit être qui va se développer. Donc voilà, c'est au ressenti de chacun, je pense. S'ils ont envie de suivre les conseils de l'Ayurveda, bah, y a là. Pour les personnes qui pratiquent déjà, en général, le premier trimestre, elles continuent une pratique quasi normale. C'est sympa pour le prof de savoir que vous êtes enceinte, même si vous n'avez pas décidé de le dire au monde, ce qui est compréhensible. On est là, on garde le secret bien au chaud. Donc on donnera aussi des conseils sur des choses à peut-être ne pas faire, ou sur lesquelles ne pas insister à la personne de manière assez discrète finalement. Après, c'est tout l'intérêt justement du yoga prénatal, c'est que justement, il est adapté et il évite tout ce qui est grosse inversion, acrobatie, ou même des torsions des fois qui peuvent... c'est complètement adapté, quoi. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand on est enceinte, et en général, ça c'est à partir du 2e trimestre. Tout simplement parce que dans le yoga prénatal, et surtout selon la méthode de Gasquet, on va apprendre à créer de l'espace dans son corps pour le bébé. De l'espace, pas seulement pour le bébé, mais aussi pour que nous, on puisse continuer à respirer, parce que plus il prend de la place, plus il appuie sur des choses qui sont quand même assez vitales pour maman. Donc créer de l'espace, c'est important. Et ça, on peut le faire à tout moment. Donc au 2e trimestre, on va commencer à dire attention, les postures sur le ventre, c'est peut-être plus très intelligent. ça paraît logique, on n'a pas envie d'écraser son bébé, quoi. Sauter, c'est jamais recommandé quand on est enceinte pour des raisons qui pareil, sont assez évidentes. Les torsions, c'est pas complètement vrai. On peut faire des torsions ouvertes. Et ça, c'est assez sympa pour le dos, surtout pour soulager les maux du dos. Donc, on va éviter les torsions fermées. Et tout ce qui, de manière générale, on va pas faire la pince parce que ça va écraser bébé. Donc, on va faire une pince avec les jambes écartées. Il y a beaucoup de choses qui sont adaptables. C'est du bon sens.
Oui, il y a beaucoup de bon sens et de ressenti, mais un bon sens qu'on a perdu dans la vie quotidienne assez souvent, quoi. Hein. Je vois combien de femmes, je vois sortir du cours prénatal, elles se baissent pour aller attacher ses chaussures et bon, le ventre il est sur la cuisse, elle n'a pas vraiment monté le pied, mais bon, voilà. Et est-ce que, pendant que tu parlais, je me posais une question parce que tu parlais beaucoup de postures qu'on a l'habitude de faire en yoga, mais est-ce qu'on peut démarrer du yoga prénatal si on n'a jamais fait de yoga? Pour une maman qui sera enceinte et qui a jamais pratiqué le yoga, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, parce qu'on va reprendre une vision nouvelle des choses en incluant bébé, chose qu'on n'avait pas avant. Et puis la méthode de Gasquet, c'est quand même assez particulier. Je pratique pas le yoga selon la méthode de Gasquet. Euh, Parce que l'approche posturo-respiratoire, je vais parler de ça du coup, c'est une méthode de respiration physiologique et on va apprendre à se tenir et à faire des efforts uniquement sur des expirations, sur ce qu'on va appeler le fameux périnée expire. Donc déjà c'est bien parce que la femme enceinte elle a besoin de prendre conscience de son périnée parce que ça va être utile pour l'accouchement et pour les suites de couches. Comprendre comment ça fonctionne et ce qu'on peut ou ne pas, ce qu'on ne devrait pas faire avec cet organe-là. Ne serait-ce que de s'asseoir dans une position bien grande, bien droite, et de pouvoir respirer de nouveau de manière physiologique. Parce que combien de personnes ne savent pas respirer ou respirent à l'envers ou voilà. Donc que vous ayez pratiqué le yoga avant ou jamais, on va reprendre cette base-là avec cette notion de respiration complète et en utilisant ce que j'appelle le périnée, enfin ce que le docteur de Gasquet appelle le périnée expire. Donc l'autograndissement, on veut toujours avoir l'espace le plus long entre le coccyx et le sommet de la tête pour créer cet espace dans le ventre pour libérer la cage thoracique et pour pouvoir respirer mieux. Donc c'est des bases qu'on ne voit pas forcément en yoga, que j'ai intégrées dans certains de mes cours et que j'aime bien utiliser parce que je pense que c'est utile pour tout le monde. Mais c'est encore plus vrai pour la femme enceinte qui commence à s'ouvrir, à se tenir selon comment le bébé est placé dans son ventre, qui commence à sécréter une hormone qui s'appelle la relaxine, qui commence à se détendre physiquement, les ligaments sont plus souples. Les ligaments en général ils sont pas très souples, mais là oui. Et donc on se trouve un peu plus souple, un peu plus bougeante, et du coup se tenir bien c'est important. Et donc, si vous avez déjà fait du yoga avant, vous allez revoir peut-être des bases, mais vous allez les adapter à la femme enceinte. Et personnellement, moi j'ai toujours été très sportive, donc j'avais pas toute cette connaissance, j'ai pas beaucoup adapté ma pratique parce que je me sentais bien et parce que j'y arrivais, mais il y a plein de choses que j'aurais pu éviter certains mots justement en appliquant tout ça. Et faire comme si de rien n'était, ben, c'est pas vraiment la solution. Et est-ce qu'au contraire, il y a des contre-indications? Par exemple, si une femme enceinte a des nausées, s'il y a des douleurs, s'il y a eu des fausses couches précédemment, par exemple? Alors, les contre-indications, ce que tu viens de dire, c'est pas du tout des contre-indications pour moi. Le seul moment où il y aura contre-indication, si le corps médical dit il vaudrait mieux pas faire ça. Moi, j'interviens pas du tout sur le plan médical. Je m'en réfère à la personne que voit la femme enceinte, donc sa sage-femme, son gynéco, son médecin. Je lui demande d'avoir l'accord. Est-ce que tu peux faire du yoga prénatal? Si la réponse est oui, moi je la prends avec plaisir. S'il y a des choses particulières, c'est au corps médical de dire attention, voilà. Et là, selon ce qu'elle va me dire, on va adapter ou elle ne fera pas. Parce que j'ai pas cette vocation-là. Les nausées, elles sont apaisées par les exercices de pranayama, par le mouvement doux, par la prise de conscience. C'est quelque chose qui va être apaisé parce que quand on respire mieux, ben, on est plus calme. Quand on est plus oxygéné, le système digestif va mieux fonctionner, on va permettre une meilleure circulation de ces hormones justement. Donc les nausées, c'est surtout dû à justement ce surplus d'hormones et tous ces changements qui chamboulent un peu le corps, qui n'a pas l'habitude, qui se dit oh, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je gère tout ça? Et donc les nausées, bah, bien au contraire, faites du yoga si vous avez des nausées, ça va les apaiser dans une certaine mesure. Je ne dis pas que c'est magique et c'est une pratique qu'il faut avoir, mais ça peut aider. Euh,
C'était quoi les autres contre-indications? La fausse couche. Mais évidemment, si vous avez fait une fausse couche auparavant, eh ben, c'est utile le yoga parce que ça aide d'une part à déculpabiliser. Parce que souvent, on pense que c'est de notre faute, mais je pense que reconnaître que c'est pas dans nos mains, qu'on s'en remet à quelque chose de plus grand que soi. C'est magique que d'être enceinte, mais vous avez aucune emprise dessus. Votre corps, il fait ce qu'il a à faire. Et si ce qu'il a à faire, malheureusement, c'est de ne pas arriver jusqu'à terme avec cet enfant, et ben, c'est pas dans vos mains, c'est pas vous qui l'avez décidé. Évidemment que vous avez envie de ce bébé et que vous voulez le porter jusqu'au bout, mais si ça n'a pas lieu d'être, et que ça vous est arrivé, je pense que le yoga, c'est quelque chose vers quoi on peut se tourner. La spiritualité du yoga peut apporter un certain apaisement, une certaine... de revenir à soi-même et de recréer cette unité qui a été un peu cassée. Oui, et puis au niveau du corps aussi, là, tu as parlé du côté esprit du yoga qui peut aider par rapport à la culpabilité, etc. Mais moi, je pense qu'aussi au niveau du corps, ça permet de ramener un équilibre aussi qui permet pour une prochaine grossesse d'avoir un terrain qui soit propice justement à ce que le petit être reste accroché. Donc vraiment, c'est une pratique pour moi qui est fondamentale quand on veut tomber enceinte, qu'on a eu des fausses couches, qu'on veut vraiment faire un redémarrage à zéro. Je pense que le yoga, c'est vraiment très, très recommandé. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se déroule une séance de yoga prénatal, nous faire un teaser, savoir est-ce qu'il y a vraiment des pranayamas à chaque fois, est-ce qu'il y a de la méditation, est-ce que c'est comme une séance de yoga normale, entre guillemets, ou comment tu fais? Alors, c'est un peu comme une séance de yoga normale, à la différence que c'est pas moi qui vais choisir le thème. Moi, j'aime bien commencer par une petite prise de conscience. S'il y a des femmes nouvelles, on va réapprendre à s'asseoir correctement, à se mettre à l'aise dans cette position bien étirée, bien allongée, issue de la méthode de Gasquet. On va prendre conscience de notre état actuel d'aujourd'hui, de comment on ressent son bébé, amener un petit peu de moelleux dans son bassin, se mettre dans son cocon, dans sa bulle pour se cocooner soi-même et son bébé. De faire abstraction un peu de ce qui s'est passé avant, je me suis disputée avec mon chéri, mais je sais même plus pourquoi, ou des choses comme ça, ou j'ai perdu mes clés, j'arrivais pas à venir jusqu'à mon cours, pour vraiment se poser, arriver là sur son tapis, dans son cocon de yoga prénatal. Après, on va avoir un moment d'échange justement pour voir quel est l'état de chacune. Quels sont les mots du corps, quels sont les mots de l'esprit, qu'est-ce qui va être utile pour cette pratique aujourd'hui. Et en fonction, je vais adapter les postures. Une posture en amène une autre en général. Et puis si elles se sont pas rendues compte de quelque chose, mon dos, je suis très comme ça, j'ai besoin d'ouvrir. Voilà, après elle va se rendre compte, en fait, elle a une fausse sciatique, donc on va se concentrer sur ce genre de choses. Enfin, une posture en amène une autre, voilà. Et puis évidemment on va reprendre le pranayama. Déjà la respiration de la méthode de l'approche posturo-respiratoire, elle va être inclue dans chaque séance, puis on va l'appliquer dans toutes les postures parce que dans cette approche posturo-respiratoire on veut se mouvoir que sur des expirations. Alors, la raison pour ça, c'est qu'on veut éviter d'être en hyperpression abdominale. L'hyperpression abdominale, c'est quand on se sert beaucoup de nos grands droits, ces deux grands muscles, les carreaux de chocolat chez certaines personnes, d'autres sont un peu plus enfouis. mais ces muscles, ils appuient contre le ventre quand on s'en sert. Et donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça appuie vers le bas. Et donc, votre plancher pelvien, là, cet entrelaçage de plusieurs muscles, et quand on va faire de l'hyperpression abdominale, ça va appuyer vers le bas. Et ce plancher pelvien, on veut le préserver. On veut le rendre un peu plus fort, plus élastique, justement. On ne veut pas tout le temps lui appuyer dessus. Il y a déjà le poids de bébé, il y a déjà la gravité, etc., etc. Donc, on veut remonter et resserrer. Et on veut se servir de tous les autres muscles autour qui nous permettent de ne pas appuyer tout le temps sur ce plancher, de le délester en quelque sorte, et de faire tout remonter, et de faire justement cet espace pour bébé.
Et je me suis perdue dans mes explications, je ne sais plus où je voulais en venir. On parlait de pranayama, de respiration. Ouais, et donc cette respiration, elle est importante parce qu'on veut travailler sur des périnées expire. Parce que quand on va faire un mouvement, on va encourager à travailler sur l'expiration parce que quand on expire et qu'on fait un mouvement, du coup, tout va être ramené vers le centre, élevé, et on va pouvoir bouger sans appuyer sur le ventre, sans appuyer et descendre. Et c'est ça qui est important dans la méthode de Gasquet, justement. Mhm. Et c'est important pour la femme enceinte parce qu'elle ne veut jamais appuyer sur son bébé. Bah oui, logique. Ça paraît très Donc, logique hein, quand tu le dis ouais. comme ça, effectivement. Alors, par contre, pour le cerveau, c'est dans la mise en pratique, c'est un peu un chamboulement au début, de se dire oui, bon bah je me lève, je fais l'effort, je vais m'asseoir. On va apprendre à se servir d'autres muscles que juste les grands droits. Pour certaines personnes, ils sont accessibles assez facilement et on a l'habitude de faire comme ça. Vous savez, le matin, quand vous vous levez dans votre lit, puis vous faites le gros je me lève d'un coup avec mes abdos, ben ça, c'est pas cool pour le bébé. Oui. Alors moi, je roule pour me lever de mon lit. Alors personnellement, je ne le fais pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est le gros Tout le monde ne fait pas ses abdos tout en se levant. Tout le monde ne fait pas ses abdos en se levant, mais on le fait dans beaucoup d'autres gestes du quotidien et on a tendance à le faire sans s'en rendre compte en fin de compte. Ouais. Donc ici, on veut prendre conscience de ça et commencer à l'appliquer, parce que plus le bébé va se développer, plus il va prendre de l'espace, plus ça va appuyer. Et on veut que ce plancher pelvien il soit en bonne santé. Et ça va être très 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 utile pour le postnatal où justement le plancher pelvien va être mis à rude épreuve et du coup pour le préserver, et là ça va être encore d'autant plus important de ne pas le soumettre à la gravité et de ne pas en plus le pousser, aider la gravité quoi. Donc le pranayama c'est la base de tout ça, cette respiration c'est la base de tout ça. Après le pranayama on utilise plein de pranayama dans la pratique prénatale et pas forcément que en préparation de l'accouchement parce que ça peut être une bonne préparation à l'accouchement. Personnellement j'ai accouché juste en respirant avec une respiration ujjayi basique quoi. C'était mon recentrage, ma ligne de mire, c'était quoi qu'il arrive, tu respires. Et c'était mon fil conducteur qui m'a permis de pas m'échapper à autre chose et d'être pleinement présente, quoi. Donc le pranayama, par contre, il faut le pratiquer régulièrement pour pouvoir y avoir accès. Ça va devenir une ressource. Et justement, le yoga prénatal, c'est reconnaître les ressources que vous avez pour pouvoir taper dedans le moment venu. Mais ça se pratique. Et si vous avez jamais pratiqué, évidemment, c'est elle m'a dit de respirer. Mais c'était comment? Et puis vous êtes dans autre chose, quoi. Donc si vous n'avez pas une certaine pratique de ça, y revenir, c'est plus compliqué quand on n'a pas pratiqué avant. Concrètement, ça se passe comment tes séances de yoga prénatal? Est-ce que c'est en groupe, en privé? Comment tu fonctionnes? Alors, j'ai eu que des petits groupes et sinon du privé. En groupe c'est sympa parce que ça crée vraiment un échange entre femmes qui sont dans le même style de situation et c'est un peu un cocon aussi d'échange qui est démédicalisé, j'ai envie de dire, parce qu'aujourd'hui un accouchement moi je l'ai vécu comme ça. Heureusement j'avais ma pratique de yoga à laquelle me raccrocher, mais j'ai l'impression qu'on parle plus que du médical, quoi. Un accouchement, ça doit être médicalisé. Il faut aller voir une sage-femme, un gynéco, il faut voir un anesthésiste, il faut écouter le cœur régulièrement, il faut faire des échos. Il peut y avoir ça, il faut faire un test de trisomie. Enfin, franchement, c'est hyper anxiogène. C'est hyper anxiogène parce que même si on vous dit pas votre bébé a ça, mais on vous dit votre bébé pourrait avoir ça, déjà là, on est là... Oh, mais qu'est-ce que je peux faire? Et puis, vous pouvez rien y faire, en fait. Exactement. donc il y a tout le discours médical et heureusement qu'on a la médecine. Je voudrais pas dénigrer la médecine. Heureusement qu'on a la médecine. C'est là pour sauver s'il y a un problème. C'est utile pour ajuster le tir si la nature a pris un chemin un peu différent que celui qu'elle aurait dû prendre. Mais je pense que c'est important de revenir au fait que les femmes, elles sont là et elles accouchent depuis la nuit des temps.
Et elles ont fait ça toutes seules pendant longtemps. Il y a des civilisations où ça se passe sans aucune aide médicale. Et oui, certes, il y a un taux de mortalité en couche qui est peut-être plus élevé que celui d'aujourd'hui, mais c'est pour ça que nous, on a la médecine. Et, mais il y en a beaucoup chez qui ça se passe bien. Je connais des femmes qui ont mal vécu leur accouchement, ils ont des mauvais souvenirs de leur accouchement, entre parenthèses, à cause de la médicalisation. Parce qu'on leur a jamais expliqué comment ça pouvait se passer autrement. Et ce discours-là, dans le yoga, on va pouvoir l'avoir. On est beaucoup plus libre qu'un médecin ou qu'une sage-femme pour aller dans le spirituel, pour aller dans la magie de l'accouchement. Parce que ça c'est, enfin, si je peux permettre, c'est un truc qui me tient à cœur, quoi. C'est vraiment... c'est magique, quoi. Après, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. J'aime bien utiliser le mot magique parce que c'est un peu dénué de... C'est pas dénué de spiritualité, mais c'est dénué de religion ou de quoi que ce soit. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose que le yoga apporte. Quand je disais tout au début que c'est holistique, cette approche, c'est pas que le corps, que le mental, il y a autre chose de plus grand. Il y a l'univers qui conspire pour créer ce nouveau petit être qui va arriver dans le monde. Et justement, le médical n'apporte pas ça. Et je pense que beaucoup de femmes vivraient mieux leur accouchement ou s'en souviendrait de manière beaucoup plus positive, malgré le fait qu'on est passé à ça de la césarienne, ou qu'on a dû aller en césarienne, ou que le bébé a dû être réanimé, ou que toute cette série de problèmes qu'on envisage à l'accouchement, eh ben, ils existent, ils sont là, ok, c'est sympa d'être informé, mais on n'a pas besoin de parler de ça tout le temps. Et on peut aussi se souvenir que voilà, ton corps sait faire, tu sais faire, t'es faite pour ça. Et ce discours-là, moi, je l'ai jamais entendu, je l'ai lu. Et franchement, le jour où j'ai lu cette phrase, tu es faite pour ça, j'étais là, ah mais ouais, en fait, ouais, genre, je suis une power woman, quoi. Je vais accoucher, je vais le faire et je peux le faire, quoi. Et je pense que dans le domaine médical, à aucun moment on me dit, hey, vas-y, tu peux le faire, quoi. Ça va marcher. On te dit tout de suite, ben voilà, ton bébé il est mal placé, va falloir faire une césarienne. On te donne même pas l'opportunité de dire, mais est-ce qu'on pourrait essayer, en surveillant, est-ce qu'on pourrait essayer un accouchement naturel quand même, voir comment ça se développe, et si vraiment ça passe, ça passe le côté où ça devient dangereux, à ce moment-là, faites ce que vous avez à faire. Mais moi, j'ai confiance que ça pourrait aussi bien se passer, et trouver cette attitude positive envers l'accouchement, trouver ce... Ouais, Ouais, ne pas mettre la femme ouf, quoi. enceinte directement dans la peur, hein, comme tu dis, en lui parlant que de ce qui pourrait arriver. On crée beaucoup de peur. Il y a aussi cette image de l'accouchement, c'est douloureux. Il n'y a pas le choix, ça sera douloureux. C'est une Bon, ben, en souffrance, fait, je l'ai voilà, entendu plein de fois. exactement. Et c'est vrai que bon, ça commence à changer. Je pense que certains, même professionnels, du monde médical, commencent à s'ouvrir sur les pratiques complémentaires. Moi, par exemple, ma sage-femme m'avait parlé du yoga prénatal, et même d'autres pratiques comme la sophrologie, l'hypnose, Ouais. l'ayurveda pour aussi prendre soin via l'alimentation, via les rituels, vraiment mettre de la conscience dans tout. Donc, il y a des sages-femmes et des professionnels qui sont de plus en plus ouverts à ça. Mais c'est vrai que c'est hyper important de faire ces pratiques-là juste pour enlever cette image de l'accouchement, vous allez souffrir et on espère que votre bébé ira bien. Ouais. Ok. Alors que c'est souvent, enfin quand même, la majeure partie des accouchements se passe très bien, il n'y a pas vraiment de problème et voilà. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas cette attitude avant et qu'on ne soit pas capable de l'amener avec soi jusque dans la salle d'accouchement. Voilà. Et cet accompagnement, on peut le retrouver dans des séances de prénatal. Génial. Ça donne envie. Et En ce moment, j'écoute Quantique Mama. C'est un podcast fantastique. J'ai juste envie d'être enceinte et d'accoucher pour pouvoir moi, j'ai suivi toutes ces préparations à la naissance pour mon accouchement et ça m'a énormément aidée. Donc vraiment, je recommande ces formations pour ça n'existait pas quand j'ai eu mon premier enfant, mon seul enfant. mais ça donne envie juste
juste à l'écouter, quoi. Exactement. Elle remet cette magie dans l'enfantement, dans la Et cette création de la puissance vie. dans la femme. Ouais, et la puissance de la femme. Et elle montre comment on peut intégrer l'homme. Enfin, l'homme, c'est pas juste le gars qui va venir couper le cordon ombilical et se faire pétrifier la main pendant l'accouchement, quoi. D'ailleurs, en yoga prénatal, on peut faire souvent plus sur quand elles sont dans les derniers trimestres, enfin dans le dernier trimestre, dans le dernier mois, on peut associer l'homme parce qu'il peut être utile sur certaines postures, on peut l'encourager à cocooner la maman en devenir. Les hommes peuvent venir en cours de yoga prénatal. Tu ne Bah, les ils sont refuses les pas. bienvenus. J'en ai jamais eu, mais j'aimerais bien parce que je pense que ça leur donne une meilleure compréhension de ce qui se passe dans le corps de leur femme. Elle est pas forcément très vocale dessus, et puis elle-même, peut-être que des fois, elle comprend pas tout. Mais comme ça, il peut observer et voir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je peux être utile. Dans ma formation chez De Gasquet, et la sage-femme qui nous a formés, elle disait mais passez pas l'aspirateur, c'est le pire truc que vous pouvez faire pour votre plancher pelvien, quoi. Faites-le faire à votre mari. Et là, en fait, bah, le mari, là, il va comprendre et il va vouloir passer l'aspirateur pour toi, quoi. Exactement. Pas mal. C'est... Ça donne un bon argument. C'est un bon argument, non mais ça explique le pourquoi du comment, Ouais. et c'est pas juste qu'elle s'est transformée en femme qui ne veut plus passer l'aspirateur ou qui ne veut plus réaliser sa part de tâches ménagères, quoi. C'est juste que là, c'est pas le moment, quoi. Ouais. Oui, quand on comprend, même après le mari le fait volontiers à la place. Ouais. En général, quand c'est bien expliqué. Mais enfin, moi je suis vraiment partisane de quand on comprend le pourquoi du comment, enfin quand on a une compréhension, on a une meilleure volonté à appliquer les choses. Et en yoga prénatal, justement, quand tu as compris que si tu fais ça, t'écrases ton bébé ou tu lui laisses pas assez de place, t'as plus envie de le faire et tu vas y réfléchir et tu vas vouloir appliquer ça. Et du coup, tu vas te sentir mieux, ton bébé il va être vachement bien et tout le monde ira bien, tu seras de meilleure humeur, tu seras plus à même de gérer ces pics d'hormones un peu bizarres et Ouais. tout ce qui peut t'arriver quand t'es enceinte. Cette compréhension, elle est hyper importante. C'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup en Ayurveda aussi. Et quand on fait des consultations, à bien que la personne comprenne bien le pourquoi du comment. Parce que c'est ce Mm. qui te permet ensuite de pouvoir faire un choix et de dire, ok, je sais l'implication, je sais le pourquoi, je sais le comment. Maintenant, bon, ben, j'ai le choix, l'option A, option B, vers où je vais. Mais au moins, tu le fais Mm. en conscience, quoi. Ouais. Ok, alors dis-nous, après l'accouchement, comment ça se passe? À partir de quand on peut recommencer à pratiquer le yoga? Alors, sur un accouchement sans trouble majeur, on va dire, quand la femme rentre à la maison avec son bébé, en général, on peut commencer après 7 jours à faire du yoga postnatal. Euh, le docteur De Gasquet dit tout se joue avant 6 semaines. 6 semaines, à partir de 6 semaines, on recommence la rééducation périnéale en fait. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avant. Dans le postnatal, on veut drainer, parce que la femme enceinte est pleine d'eau, en fait. On a beaucoup, beaucoup de liquide, on a beaucoup de... Il faut remonter tout ce qui est descendu. Donc, avec le placenta, l'enfant, bah, il y a aussi une mini descente d'organes qui peut arriver. Le plancher pelvien peut avoir été mis à mal et on veut renforcer. Renforcer, ça c'est après les 6 semaines. Mais au tout début, on va vraiment essayer de drainer et de remonter. Dans les 7 premiers jours, on recommande de rester allongé. Et ça, je pense que j'imagine qu'en Ayurveda, c'est plus ou moins pareil. Parce que ce que j'ai appris, ce que je savais pas du tout quand j'ai fait cette formation, qui entre-temps me paraît évident, c'est que directement après le postpartum, bah, la femme, elle est fatiguée. Il faut la coucouner. Il y a eu un événement majeur qui s'est passé dans son corps. Et il faut la coucouner, il faut pas être comme Kate, sortir 2 heures après de l'hôpital avec ton bébé dans les bras et être fraîche et pimpante. Non, ça
c'est pas utile en fait. Ouais, tu peux le faire, mais je pense que tu vas avoir des mots après qui seraient dommages d'avoir, quoi, que tu peux te préserver un peu plus. Et dans les sociétés traditionnelles, la femme enceinte, elle est bandée, on lui bande le bassin pour qu'il se remette en place, qu'il se referme. Elle est choyée, on la masse justement pour drainer tout ça. On va la préserver, on va tout faire pour elle. Sa seule tâche, c'est de s'occuper de son bébé et de l'allaiter, quoi. En gros, elle ne fait Et mais de se rien. reposer un Et de max. se reposer, ouais. En Ayurveda, comme tu dis, c'est comme dans tout autre pays, surtout d'Asie, Mm. où ils respectent bien ça. C'est vraiment 40 jours. Hein, on parle du Ouais, mois d'or pour les femmes après accouchement. Et quand on peut s'offrir ce temps-là, honnêtement, c'est vraiment important pour la suite, pour éviter même les maladies plus tard, pour vraiment se ouais. remettre totalement de l'accouchement qui peut créer, enfin, qui crée énormément de fatigue. Et comme tu dis, souvent, nous, dans notre société, la femme, elle rentre, il faut quand même qu'elle gère la maison, on s'attend à ce qu'elle soit la mère parfaite. Ouais. Et là, ça revient un petit peu maintenant, les femmes commencent à prendre conscience qu'en fait, le postpartum, c'est un temps où il faut dormir. On ne nous répète jamais assez, quand le bébé dort, la femme doit dormir. C'est Et peu ça. importe les lessives, peu importe le sol qui est sale, voilà, c'est important de se préparer des plats en amont, pendant la grossesse justement, Mm. pour pouvoir se nourrir plus facilement après, ne pas avoir à faire la cuisine, enfin voilà. Et du coup, se reposer un maximum. Mais c'est important de créer ce cocon et je pense que vu on en parle pas, moi, on m'en a pas parlé du tout, quoi. Enfin, moi, j'ai suivi un processus classique médicalisé, si tu veux. Enfin, j'avais pas d'autres informations. J'étais pas trop en mode je vais chercher plein d'infos. Moi, j'étais confiante que ça allait bien se passer et que je saurais quoi faire, quoi. Je me Déjà suis très bien. jamais dit, oui, mais je me suis jamais dit en me levant 2 jours après que potentiellement mon périnée il allait être mis à mal, quoi. Mhm. Enfin, et que j'étais en train de créer, pas des dommages irréparables, mais de créer des petits soucis qui vont m'enquiquiner par la suite et que j'aurais largement pu éviter juste en restant allongée un tout petit peu plus longtemps et en ne faisant pas grand-chose. Donc se préserver soi-même, c'est aussi préserver son bébé et pouvoir donner de meilleurs soins à son bébé. Donc la récupération pour la femme est très importante. Et ça, je pense que justement, quand on va créer ce cocon de yoga prénatal, on va évoquer ces choses-là qui vont aider au postnatal. Dans la pratique de yoga postnatal, on va essentiellement s'étirer un petit peu parce que on a tendance à tenir son bébé, à allaiter en se recroquevillant. Et il y a une phrase très belle que Corinne Miel, qui était la formatrice de Gasquet que j'ai eue, qui disait, mais si tu es recroquevillé sur ton bébé quand tu le tiens, tu le rencontres pas, tu vois pas, tu croises pas son regard, quoi. Alors que si tu te tiens bien droite, assise selon les préceptes de la méthode de Gasquet, justement, eh ben t'es là, t'es grande, tu vois ton enfant, tu peux le regarder dans les yeux, lui communiquer tout ton amour de manière beaucoup plus enveloppante, quoi. Mm. Donc dans ce postpartum, le yoga, enfin, en tout cas, tu peux apprendre des éléments pour pouvoir être mieux avec ton enfant. Et justement, on va aussi utiliser beaucoup ce que le docteur de Gasquet appelle une FIT, les fausses inspirations thoraciques. Ça correspond à Uddiyana Bandha dans le yoga. C'est marrant parce qu'on peut s'en servir aussi en prénatal pour d'autres raisons, pour la digestion par exemple, enfin pour encourager la digestion. En yoga, on te déconseille Uddiyana Bandha quand tu es enceinte. On va le pratiquer un petit peu différemment, on va éviter la rétention très longue, mais il se trouve que c'est un outil très utile. Et en postnatal, ça va aider justement à gainer, à rééquilibrer, à remonter tout ce qui a envie de descendre par la gravité. Et ça, on peut le faire coucher. Donc, et tu peux le faire à n'importe quel moment. Donc savoir faire ça, c'est un outil génial qui favorise le drainage, qui favorise la remontée et qui va aider la femme qui vient d'accoucher à lutter contre la gravité. Parce que justement, son ennemi, entre guillemets, c'est la gravité. Quand tu vas te lever, il y a tout qui va vouloir descendre parce que il y a tout cet espace qui était comblé il n'y a pas si longtemps que ça, qui d'un coup est devenu vide, quoi. Et il faut aider le tout à se refermer et à
remonter. Euh, et, et- et du coup, dans ton quotidien, savoir faire des périnée-expire sur tes efforts, etc., va éviter cette hyperpression abdominale qui fait que tu encourages la descente. Donc là, plus que jamais, soulever ton sac de course, ça va être important de le faire sur un périnée-expire avec tout ce soutien musculaire que tu as à ta disposition, d'utiliser tes cuisses, tes fesses plutôt que tes abdos, quoi. Ouais. Est-ce que tu peux donner justement un petit exercice concret que peuvent faire les femmes justement par rapport à cette méthode du périnée-expire? Alors, bah, tout simplement, la respiration de base, c'est que tu commences ton expiration, alors ça peut être assis, ça peut être allongé. On va essayer de ressentir ce plancher pelvien. Donc, en général, on décrit ça comme arrêter l'envie d'uriner ou de retenir des gaz. Donc là, ça va contracter un petit peu le périnée. Et ensuite, on va expirer en imaginant qu'on serre une ceinture au-dessus de ses hanches. Donc plutôt que d'utiliser les grands droits, ces deux grands muscles qui sont devant sur le ventre, on va utiliser les transverses, des muscles qui s'appellent les transverses abdominaux, ils sont juste au-dessus des hanches. Et on va imaginer qu'on serre une ceinture et expirer du bas vers le haut, en s'auto-grandissant. Et l'inspiration, elle va arriver toute seule. On veut juste ressentir son ventre qui se relâche. On va inspirer. Et ensuite, on recommence. Périnée, expire. Donc, je serre le périnée, je serre ma ceinture, et puis je m'auto-grandis. Et on recommence. Et ça, on peut le faire même allongé, du coup. Ça, vous pouvez le faire, mais enceinte, pas enceinte, venant d'accoucher, c'est quelque chose que tout le monde peut faire à tout moment, et c'est très bénéfique. C'est top. Merci beaucoup. Mais c'est encore plus vrai dans le postpartum, et de faire un effort sur ce périnée expire, c'est important en postpartum. C'est super parce que le yoga postnatal est vraiment complémentaire de la rééducation du périnée. Ça amène une autre vision encore pour les femmes. Et là, tu donnes des super images, je pense, qui facilitent aussi des fois la visualisation de cette zone-là qui n'est pas toujours connue par les femmes. Alors, après, par contre, en postpartum, cette respiration que je viens de décrire, elle est peut-être pas aussi évidente parce que justement, on n'a plus trop de sensations au niveau du périnée. Ça revient au bout des 6 semaines. Mais... Ouais. Quand on sent plus, on imagine, on force pas. C'est vraiment imaginer. Si ça se passe que dans ta tête, eh ben, c'est déjà pas mal parce que c'est ta tête qui donne les informations au reste du corps. Donc, avoir le souvenir que, ah ouais, c'est cette sensation-là. Si tu l'as déjà connue avant, tu peux y faire rappel. Ouais, c'est comme ça. Et puis maintenant, j'expire. Voilà. Et puis de là, on va pouvoir faire ces fausses inspirations thoraciques. On va pouvoir faire ces petits mouvements sympathiques d'étirement pour contrer toutes ces positions qu'on prend dans l'allaitement, en étant assise, en étant allongée, de faire revivre un peu son corps. On veut revenir à une unité. On a perdu quelque chose quand on a accouché. Enfin, c'est pas qu'on l'a perdu, mais il y a quelque chose qui est parti, qui était là pendant 9 mois. Et c'est quand même quelque chose de très important. Donc, on a ce vide en nous, on est regardé différemment. Il y a un vide. Enfin, Corinne Miel l'expliquait bien. Moi, j'ai pas ressenti ça personnellement. Et j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'en discuter avec des femmes qui viennent d'accoucher. Mais il y a un vide qui se crée pour certaines femmes. Il y a un vide d'accompagnement, il y a un vide psychologique, physique qui se crée au postpartum. Et c'est important de savoir revenir à cette unité à nouveau. Et le yoga, ça veut dire ça, c'est l'union. Donc revenir à soi, reconnaître que bah voilà, aujourd'hui je suis comme ça, mon corps il est comme ça, c'est pas permanent, je vais pouvoir me reconstruire, c'est peut-être pas évident et c'est pas facile à accepter et ouais, de se remettre dans un cocon sympa, toujours encore, parce qu'il faut le garder ce cocon de bienveillance envers soi-même et même n'étant plus enceinte. Parce qu'on a les gens, ils ont les yeux que pour le bébé et plus pour la maman. Ouais, puis là, il faut accepter aussi cette nouvelle naissance de... Et puis, il faut accepter ton corps, parce que ton corps, c'est pas ce que tu avais l'habitude d'être. Quand t'es enceinte, t'es belle, t'es rayonnante. Quand tu viens d'accoucher, enfin, je sais pas à toi, mais moi, j'ai l'impression que mes cheveux étaient devenus ternes, que ma peau, elle était plus aussi jolie. Mon ventre, mais mon Dieu, mon ventre, j'étais encore enceinte de 4 semaines. Excusez le terme, mais j'avais un dindon entre les jambes.
Je savais pas tout ça, personne ne m'en a parlé. Bon, j'ai peut-être pas posé les questions non plus, mais j'étais pas trop au courant. J'étais là, mais ah ouais, mais c'est ça, mais combien de temps je vais mettre à récupérer et pourquoi je suis pas comme avant et pourquoi je peux pas bouger? Enfin, toutes ces questions-là, elles ont des réponses dans le corps médical si tu les demandes, quoi. Mais encore une fois, tu auras tout le discours de ça pourrait se transformer en ça pourrait se transformer en ça. Donc on veut continuer ce petit cocon de bienveillance sympathique, tu peux récupérer, c'est normal que ça prenne du temps, et tu viens d'accomplir quelque chose de magique, quoi. Tu l'as fait. Que tu l'aies fait avec césarienne, sans césarienne, avec le bébé a dû être sorti avec des forceps, mais tu l'as fait, quoi. Et ton bébé, il est là, et maintenant, tu es là pour lui, mais il faut aussi que tu t'occupes de toi. Est-ce que lors des séances de yoga post-natal, parce que je pense que certaines mamans vont pas mal se poser la question lors de l'écoute de ce podcast, c'est comment je fais pour prendre du temps pour moi quand mon petit bébé à côté a faim tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut venir avec bébé et quels sont tes conseils? Ouais, alors tu peux venir avec ton bébé, bien entendu, c'est logique. Tu parlais du mois d'or, c'est ça? Ouais. Ouais, moi j'avais appelé ça le 4e trimestre, où ton bébé il a besoin de toi, quoi. T'es tout ce qu'il connaît, il connaît que ça à toi pendant 9 mois. Tu peux pas t'en séparer aussi facilement. T'as pas envie en plus. Bah, t'as pas envie, mais pour lui, imagine le vide. Pour lui, il ne connaît que ça. Son cerveau est pas encore en capacité de digérer toutes les informations qu'il reçoit. Non, il faut pas s'en séparer, à moins que ce soit vraiment utile et que tu aies besoin de ça. Enfin, je comprends, tu as besoin de te doucher, tu as besoin de vivre aussi, mais dans la mesure du possible, reste le plus proche possible de ton bébé. Donc, faire du yoga post-natal sans bébé, c'est pas forcément ce que je recommande. Après, si tu sens, toi, le besoin de laisser ton bébé avec tes parents, ton mari ou ta femme ou la personne qui t'accompagne, et que tu as besoin de ce moment rien que pour toi, pour revenir à toi-même et sentir que tu n'es pas qu'une maman, je comprendrais aussi. Enfin, enfin, il n'y a pas de jugement là-dedans, quoi. Si tu as besoin de laisser ton bébé, viens au postnatal sans ton bébé. Après, en postnatal, il y a plein de postures qu'on peut faire avec le bébé. Et on peut avoir le bébé, enfin il y a des postures sur le côté, allongées, d'étirements qui sont sympathiques, qu'on peut faire avec le bébé qui est en train de téter. Donc tout s'adapte. Le yoga s'adapte à la personne. Donc si la personne c'est maman avec un bébé, eh ben, on va s'adapter à ça. Et oui, emmenez les bébés, je veux voir vos bébés. Ça crée de l'ambiance. Une bonne ambiance en cours de yoga. Après, c'est sûr que c'est des séances, on va les faire durer un petit peu plus longtemps, mais il va pas se passer, voilà. Vous dites pas que vous allez enchaîner 15 salutations au soleil, parce que déjà on n'en fait pas. Mais si on a passé un moment ensemble, qu'on a un peu respiré, qu'on a fait des fausses inspirations thoraciques, qu'on a un petit peu étiré, un petit peu, voilà, si on a fait un petit peu de quelque chose, eh ben c'est déjà ça, voilà. Et puis si tu fais que écouter pour appliquer plus tard chez toi, ou c'est ça. C'est ça le début de la maman, c'est tu ne termines aucune action. Tu t'adaptes constamment et tu fais avec, parce que si tu fais pas avec, tu deviens folle, quoi. Apprendre à segmenter ses activités. Enfin, c'est ça. Non mais moi je me souviens, j'avais l'impression d'être un peu... je commençais plein de choses, j'étais complètement vata, comme vous dites. je commençais tout, mais je ne finissais absolument rien, quoi. Et ça me rendait dingue, parce que moi, j'aime bien finir. Il faut apprendre à lâcher prise. Hein. C'est, je pense, la plus belle leçon qu'on apprend quand on devient maman. Très bien, Carmen. Bah, écoute, merci beaucoup pour ces explications sur ces 2 types de yoga qu'on recommande vraiment pour les futures mamans et pour les nouvelles mamans. Et puis pour les autres aussi qui souhaitent découvrir. On arrive à la fin de l'épisode. On a des petites questions rituelles qu'on pose habituellement à nos invités. Alors la première question, c'est quels sont tes rituels à toi pour être en bonne santé en étant tout de même maman? Comme quoi on peut être maman et en bonne santé et s'occuper de soi.
Et ben, ma fille a 3 ans maintenant et je commence tout juste à avoir des rituels de nouveau bien ancrés, enfin vraiment ce qu'on Ouais. va appeler un rituel qui va redevenir quotidien. Euh, Pendant ces 3 ans, je manquais beaucoup de sommeil, elle se réveillait beaucoup, donc les rituels c'était plus des rituels, c'était je fais des bribes de quelque chose. J'ai eu du mal à m'adapter, moi, parce que quand je manque de sommeil, j'arrive à rien faire. Mais de manière générale, je prends un moment le matin quand je me réveille pour faire un petit état des lieux de comment je vais, physiquement, mentalement. Ça se passe ou ça se passe pas. Ça dépend si je me réveille par moi-même ou si c'est mon enfant qui me réveille avant. Euh, En ce moment, j'ai repris à me lever un peu plus tôt et à faire quelques exercices de pranayama en plus et quelques salutations au soleil, à pratiquer Uddiyana Bandha, que j'adore, j'adore cette pratique. C'est vraiment un boost, je trouve, le matin. Avant tout ça, je vais me laver le visage, je gratte ma langue, je vais aux toilettes, ces choses-là. Le soir, le petit rituel, ça va juste être d'avoir un moment de gratitude. D'avoir un moment de gratitude pour ce qui s'est passé dans ma journée, malgré si c'était une mauvaise journée ou une bonne journée. Il y a une question que j'aime bien me poser qui peut sembler un petit peu glauque, mais pour moi, ça me paraît comme une évidence. En tout cas, depuis mon teacher training et cette fabuleuse méditation qu'on a faite sur la mort, c'est de me dire, est-ce que si tu meurs demain, tu es satisfaite d'aujourd'hui? Mhm. Et je pense que ça apporte cette gratitude. Tu vas venir chercher parce que tu veux pas te coucher en te disant bah non, en fait, j'ai pas su vivre aujourd'hui. Si je meurs cette nuit, c'est nul, quoi. Je veux pouvoir me dire que si je meurs dans la nuit, bah en fait, aujourd'hui c'était bien, malgré tout ce qui aura pu se passer de mal, mais je veux me raccrocher au bon. Et ça, c'est vraiment le yoga qui me l'a fait découvrir. Donc, j'ai beaucoup de gratitude pour ça aussi. Et ça fait partie de mes rituels. J'aime pas écrire, j'ai essayé, mais je sais qu'on conseille souvent d'avoir un petit livre de gratitude, mais c'est pas pour moi. Voilà. Voilà, on Chacun son s'adapte. truc. Chacun son truc, ouais. Mais j'aimerais tellement écrire. Ça, c'est partie des choses que, voilà. Ah bah tiens, Peut-être qu'un jour, ça me viendra. à propos de un jour ça viendra, quels sont tes projets pour les semaines, pour les mois à venir? La plupart de mes projets ont été mis en suspens. J'avais commencé des ateliers de yoga pré et post-natal qui incluaient de la sophrologie avec une amie qui s'appelle Cléa, euh, qui est peut-être en train d'accoucher en ce moment Ah, d'ailleurs. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup que ça prenne son envol. On a créé une série de 5 ateliers autour du yoga prénatal et postnatal et la sophrologie. Et comment tout ça s'emboîte pour accompagner les femmes enceintes. Pour justement créer ce lieu d'échange où on va amener de nouveau cette petite magie autour de la naissance. Mhm. Et ça, c'est des ateliers que j'aimerais proposer de manière régulière, quoi, de manière assez cyclique dans le futur. Euh, J'avais prévu de faire des ateliers avec une kiné qui a été ma kiné, qui m'a fait la rééducation de mon genou. Pour mieux se porter, pour être mieux dans son corps, justement, on allait commencer avec le dos. Parce que beaucoup de gens ont des problèmes de dos et en fait, ces problèmes de dos, ils sont souvent très basiques et facilement soulageables. Donc on n'est pas obligé de vivre avec son mal de dos, on peut de manière très simple, avec des prises de conscience simples, réussir à vivre mieux avec son dos. Et puis on aurait fait une série sur d'autres parties du corps. Donc ça, bah, j'espère que ça va reprendre à partir du 20 janvier. Et un de mes plus gros projets pour l'avenir, c'est de faire ce que j'appellerais du yoga inclusif. Je voudrais vraiment développer le yoga sur chaise pour les personnes qui ne peuvent pas faire de yoga debout, justement. Là, je vais peut-être travailler avec des personnes à mobilité réduite en chaise roulante. Donc pareil, si ça se déconfine un peu mieux. Et c'est vraiment quelque chose, alors je le fais déjà en privé, mais
c'est quelque chose de très gratifiant que de voir une personne retrouver de la mobilité là où elle pensait ne pas en avoir et évoluer alors que elle est dans cet âge où le corps est en train de partir dans l'autre sens en fait. Et de voir que non, c'est pas obligé de tout dégringoler et tu peux préserver pendant assez longtemps et si tu arrives à accepter commencer maintenant, ben tu vas pouvoir le faire évoluer encore. Donc, ouais, du yoga un peu plus inclusif de tous. Et ça inclura faire du yoga avec les enfants, les parents et les personnes un peu plus âgées qui ne peuvent pas forcément se tenir debout pendant longtemps. Voilà pour les projets. Pour tous. Notre dernière question est l'instant de gratitude. Qui aimerais-tu remercier ou de manière plus globale, qu'est-ce que tu aimerais remercier ? Oh, il y a tellement de... Je remercie l'univers, c'est plus inclusif de tout, je pense, d'avoir mis sur mon chemin tout ce qui s'y est trouvé, quoi. D'avoir fait que ça se passe comme ça se passe dans mon métier d'événementiel, d'avoir fait rencontrer ces 3 personnes qui m'ont dit « deviens prof de yoga ». Je remercie toutes les personnes qui m'ont formée, toutes les personnes qui écrivent des choses magiques, qui me font réfléchir et qui me donnent envie de continuer et de toujours apprendre plus. Ok, eh ben super, merci beaucoup. Où est-ce que nos auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent discuter avec toi, prendre un cours avec toi, comment ça se passe ? Eh ben, j'ai un site web avec un formulaire de contact. Et puis il y a mon numéro de téléphone aussi, donc s'ils ont envie, qu'ils m'appellent, qu'ils m'écrivent. La télépathie, ça fonctionne pas encore pour moi. Ah bon ? Je ne suis pas encore connectée à l'univers de cette manière-là, mais qu'ils prennent contact et on saura trouver un moyen d'échanger. Maintenant que Nat m'a mis le pied à l'étrier pour les cours sur Zoom, oui, mais oui. on peut les continuer. Alors, je suis pas la plus grande fan, surtout pour le prénatal, parce que j'ai envie de chouchouter les mamans, d'être autour d'elles et tout. Mais bon, vu le contexte actuel, c'est pas trop possible. Mais j'ai donné des cours sur Zoom et bon, ça passe. C'est pas pareil. Mais oui, c'est jamais la même chose qu'en présentiel, évidemment. Ouais, on se contente de ce qu'on peut faire. Donc voilà, même si vous êtes loin et que vous avez envie d'essayer le prénatal ou le postnatal avec moi, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Tu nous donnes les coordonnées de ton site internet ? Ouais, alors c'est www.feelgoodyoga.fr, pardon. Donc feelgoodyoga.fr. Feel good comme la chanson I Feel Good. Voilà. Ok, on mettra tout ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup Carmen pour ta participation à ce podcast et pour toutes les infos que tu nous as données. Mais merci de m'avoir invitée, ça me fait vraiment énormément plaisir. Je vous écoute depuis vos débuts, donc ça fait plaisir de pouvoir participer. Merci pour votre écoute. Si comme nous vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!